Le président turc Recep Tayyip Erdogan va s'entretenir avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sur les exportations de céréales ukrainiennes. Au Danemark, la gauche de la première ministre sortante est donnée favorite des élections législatives anticipées. Les modérés pourraient jouer le rôle de faiseurs de roi. Les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais se sont engagés devant Vladimir Poutine à ne pas recourir à la force dans le conflit du Haut-Karabakh. C'est la Turquie qui déjà avait débloqué la crise des céréales ukrainiennes. Face à de nouvelles tensions, le président turc Recep Tayyip Erdogan va s'entretenir dans les prochains jours avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Objectif, relancer l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Il avait été conclu en juillet sous l'égide d'Ankara et de l'ONU et arrive à échéance le 19 novembre. Pour prévenir une grave crise alimentaire, notamment en Afrique, l'accord a permis d'exporter plus de 9,7 millions de tonnes de céréales coincées dans les ports ukrainiens à cause de la guerre. Cependant, samedi, coup de théâtre. Cet accord a été suspendu par Moscou qui accuse Kiev d'une attaque massive de drones sur sa flotte en Crimée annexée. Un faux prétexte, selon Kiev. Emmanuel Macron a dénoncé l'attitude de Moscou. La Russie nuit à la sécurité alimentaire mondiale, a déclaré le président français. L'eau et l'électricité ont été entièrement rétablies dans la capitale ukrainienne 24 heures après des frappes russes massives de missiles. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a toutefois prévenu que des coupures de courant seraient encore nécessaires en raison de l'impact significatif des récentes attaques russes sur ces infrastructures cruciales. L'Institut pour l'étude de la guerre estime qu'il s'agit probablement d'une tentative d'affaiblir la volonté de l'Ukraine de se battre alors que les températures baissent dans tout le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé 55 missiles de croisière, dont 45 ont été abattus par la défense aérienne. En parallèle, la situation dans le sud de l'Ukraine et la bataille pour Kherson s'intensifient. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les forces russes continuent probablement de mobiliser des troupes et des moyens militaires de l'autre côté de la rivière Dnipro, en prévision des avancées ukrainiennes vers la ville de Kherson, même si elles mettent en place des positions de combat autour de la ville. Le chef adjoint d'occupation de Kherson, soutenu par la Russie, Kirill Stremouzov, a déclaré que les forces russes avaient commencé à établir des positions à Bilozerka et Tchornobaïvka. Le fait que les collaborateurs russes se préparent à défendre Tchornobaïvka est particulièrement remarquable, car Tchornobaïvka est la dernière localité située au nord de Kherson, le long de la route M14. La ligne de front actuelle se trouve à moins de 20 km au nord-ouest de Tchornobaïvka et les efforts actifs déployés pour renforcer la défense de cette ville témoignent de la crainte d'une avancée ukrainienne imminente. Selon le groupe de réflexion, l'évacuation simultanée des ressources militaires de la rive occidentale et les préparatifs de défense des zones critiques autour de Kherson indiquent une inquiétude sérieuse quant au contrôle russe de la rive occidentale, tandis que les responsables russes continuent également à créer de mauvaises conditions dans les parties occupées de la région de Kherson, susceptibles de pousser les habitants locaux à évacuer. Les Moldaves regardent le ciel avec inquiétude depuis la chute lundi des débris d'un missile russe sur un village frontalier de l'Ukraine. La bombe volante avait été abattue par la défense antiaérienne ukrainienne. Aucune victime n'est à déplorer, mais le bilan aurait pu être dramatique. J'ai eu peur, j'ai pensé à ce que je ressentirais si je vivais là-bas. Dieu me protège. J'ai imaginé qu'une roquette puisse tomber sur ma maison, près de mon enfant, près de ma famille. Mon opinion sur la Russie est négative. Je la condamne. J'espère que la guerre ne va pas nous toucher et que les Ukrainiens vont résister. La situation est hors de contrôle. C'est inquiétant. Il n'y a pas de collaboration internationale pour trouver une solution pour la paix. Le 10 octobre dernier, la Moldavie avait déjà dénoncé la violation de son espace aérien par 3 missiles de croisière russes tirés depuis la mer Noire en direction de l'Ukraine. Les électeurs danois sont appelés aux urnes ce mardi pour des élections législatives anticipées à l'issue incertaine.
D'un côté, le bloc de gauche de la première ministre sortante, Mette Frederiksen, qui avait dû convoquer ce scrutin après l'abattage sans base légale de millions de visons en pleine crise du coronavirus. Malgré ce scandale, Mette Frederiksen est la favorite des sondages face à l'alliance de partis de droite, des libéraux et des populistes. Le rôle des modérés dans ce scrutin devrait être primordial. Crédité de près de 10% d'intention de vote, le jeune parti conduit par l'ex-premier ministre Lars Løkke Rasmussen pourrait jouer le rôle de faiseur de roi. La campagne électorale a été animée principalement par des questions liées au pouvoir d'achat, au climat, à la santé ou à la défense. Finalement, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir une large coalition pour le Danemark au lieu d'avoir seulement la gauche au pouvoir, dit cette électrice. Ma préoccupation principale, c'est l'économie, l'inflation au Danemark, dit cet homme. Il y a aussi la gestion à long terme du système social. Tous ces sujets sont très importants pour moi. Pour tout le monde, le climat est important. On ne peut plus ignorer cette problématique. Je crois aussi qu'après la crise du coronavirus, les questions de santé sont importantes, ajoute cette Danoise. Le score de l'extrême droite sera également l'une des données majeures de ce scrutin après ses récents succès en Suède. Les trois formations populistes en lice comptabilisent 15% d'intention de vote. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. Israël espère enfin sortir de l'impasse politique alors que le pays organise ce mardi les 5e élections législatives en presque 4 ans. 6,8 millions d'électeurs appelés aux urnes pour renouveler les 120 sièges du Parlement et donner une majorité à un nouveau gouvernement. Benjamin Netanyahou, une figure de la droite dure bien connue des Israéliens, espère faire son retour au poste de Premier ministre au sein d'une coalition réunissant les partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Face à lui, Yair Lapid, l'ex-ministre des Affaires étrangères et Premier ministre depuis 3 mois seulement. Chef du parti centriste Yesh Atid, il espère retrouver la majorité qu'il a perdue au Parlement avec une coalition unique réunissant des formations de gauche, du centre, de droite et un parti arabe. Ce scrutin intervient dans un climat de tension en Cisjordanie occupée après une série d'attaques anti-israéliennes et des interventions multiples de l'armée. Un contexte qui pourrait favoriser la droite nationaliste. Le président russe Vladimir Poutine retrouve son rôle traditionnel d'arbitre dans le Caucase. À l'issue d'un sommet organisé ce lundi à Sochi, les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais se sont engagés à ne pas recourir à la force pour trouver une solution dans le conflit du Haut-Karabakh. Le traité de paix n'est pas encore là. Et il est encore trop tôt pour parler ici de ces éléments fondamentaux, car il faut encore trouver un compromis qui pourrait satisfaire les deux parties. Cet accord devrait être conclu par les deux pays avec la médiation d'autres États, dont la Russie, si les deux parties contractantes le souhaitent. Ce sommet intervient 1 mois après des affrontements qui ont fait 286 morts. C'est le plus lourd bilan depuis la guerre en 2020 pour le contrôle de cette région disputée entre ces deux ex-républiques soviétiques depuis les années 1990. Renforcé avec sa victoire militaire de 2020, le président Ilham Aliyev a promis de repeupler le Haut-Karabakh avec des Azerbaïdjanais, alors que cette région est majoritairement habitée par des Arméniens. Ce mois d'octobre a été le plus chaud en France depuis le début des mesures en 1945. La température moyenne a été de 17,2 degrés, c'est 3,5 degrés de plus que la normale. Les précipitations ont également été moins fréquentes qu'à l'ordinaire sur la majeure partie du territoire avec un déficit de 37%. Il s'agit du 9e mois consécutif avec des températures supérieures à la moyenne, selon Météo France. Après la mobilisation, la Russie lance la conscription. 120 000 jeunes hommes entre 18 et 27 ans vont recevoir leur convocation d'ici le 31 décembre pour aller effectuer leurs 12 mois de service militaire. L'état-major russe assure qu'aucun appelé du service militaire ne sera envoyé combattre, mais qu'en revanche, la mobilisation est terminée et que 300 000 Russes iront renforcer les troupes en Ukraine.
Le géant pétrolier saoudien Aramco enregistre un bénéfice de 42,4 milliards de dollars au troisième trimestre de cette année, en hausse de 39% par rapport à la même période l'année dernière. La société bénéficie de la flambée des prix de l'énergie. Récemment, les pays exportateurs de pétrole emmenés par la Russie ont décidé de réduire leur production contre l'avis de Washington, contribuant à l'augmentation du prix du baril.